Bonjour les amis, bonjour cher réseau. Donc il est 13 heures, il est l'heure de notre webinaire, ce rendez-vous que je vous ai donné aujourd'hui, 13 heures à 14 heures, pour discuter ensemble sur la meilleure manière aujourd'hui de préparer une séance de formation. Donc on va attendre quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. Je sais que on est entre midi et 2, c'est l'heure du repas, parmi vous beaucoup travaillent. Donc voilà, on va démarrer tranquillement, mais on va démarrer parce qu'on a très peu de temps et on a tant de choses à voir, j'ai tant de choses à partager avec vous, tant de choses à vous montrer aussi. Donc, on va démarrer tranquillement. C'est issu d'une formation de formateur, évidemment, puisqu'on va voir comment préparer une séance de formation. Enfin, je vais partager avec vous voilà, mes trois secrets. Mais la formation en tout cas, le métier de formateur ne se limite pas à la préparation. Il y a aussi le côté animation, évidemment. Et ça sera certainement l'objet d'un autre webinaire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la préparation. Et vous allez voir que c'est vraiment fondamental. Si on veut, en bout de ligne, réussir sa formation, il faut vraiment bien la préparer et réussir sa préparation. Je vois malheureusement trop de formations qui sont mal préparées et du coup, ça se passe très mal. Et voilà, les participants s'ennuient, sont pas contents, les évaluations sont mauvaises, les retours clients sont négatifs. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas de préparation et très souvent, la personne, le formateur ou la formatrice, en fait, c'est pas de sa faute, c'est tout simplement parce que elle n'a jamais été formée au métier de formateur. Elle a pas forcément suivi de formation de formateur, elle n'a pas obtenu de diplôme de formateur pour adultes. Et donc, ça se passe pas très bien. Donc, on va voir tout ça ensemble. Moi, l'idée, c'est vraiment de partager avec vous parce que c'est une passion pour moi, la formation. Et on a très peu de temps, mais vous pouvez compter sur moi pour être le plus succinct possible, le plus pédagogue possible, bien sûr, ça en va de soi, et le plus concis. Allez, c'est parti. Je vais partager avec vous un document. Voilà. Donc, on va voir ensemble quels sont voilà mes trois secrets pour partager pour réussir la préparation d'une séance de formation, comment préparer une séance de formation motivante et impactante en trois étapes. Donc, vous allez voir qu'il y a vraiment trois moments dans la préparation, si vous voulez, trois exercices à réaliser qui sont fondamentaux. Il y a une chronologie à suivre. Et si vous réussissez bien la première étape et qu'ensuite vous réussissez bien la seconde étape et que vous réussissez bien la troisième étape, en y mettant à chaque fois beaucoup de qualité, eh bien, vous allez pouvoir bien préparer votre séance de formation. Et derrière, vous allez voir que tout ça va faciliter tout ce qui va se passer pendant la séance, donc lors de l'animation. Je répète, il y a vraiment, si vous voulez, il y a deux grands moments dans la formation. Il y a la préparation, on va voir ensemble à travers ces trois étapes, et il y a le deuxième gros moment qui est l'animation. Malheureusement, trop de gens pensent que seule l'animation correspond finalement à la formation. Et vous allez voir que pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ok, restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce à faire, une petite surprise à faire pour vous en fin de webinaire. Voilà, il sera certainement aux alentours de 13h40, 13h45 quand je vais vous annoncer ça. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout pour que vous puissiez profiter de cette surprise. Allez, c'est parti, on démarre. Comment préparer une séance de formation motivante et impactante en trois étapes. C'est parti. Alors, comment on va faire? Déjà, avant tout, évidemment, je vais me présenter. Je vais vous raconter un petit peu qui je suis, mon parcours, comment j'ai fait pour en arriver à la formation, etc. Ensuite, on va voir ensemble mes trois secrets. Quels sont ces trois secrets que j'ai qui me permettent de préparer une formation, une séance de formation et d'ainsi garantir sa réussite. Et ceux qui travaillent avec moi, qui ont l'habitude de suivre mes formations, finalement, vont se reconnaître, vont me reconnaître dans ma pratique, vont savoir un petit peu ce qui se passe en coulisses, derrière le rideau, et comprendre un peu mieux pourquoi, finalement, à chaque fois, ça se passe super bien. Et puis, comme je vous l'ai dit, en troisième partie, en fin de webinaire, je partage avec vous une surprise, un petit cadeau pour vous. Allez, on y va. Qui suis-je? Let's go.
Alors, tout d'abord, mon poste actuel. Donc, aujourd'hui, je suis formateur en entreprise, mais je suis aussi coach en entreprise. C'est les deux principales fonctions que j'ai. J'ai un cabinet sur Casablanca et on est voilà, on essaye de déployer des formations sur l'ensemble du royaume, mais pas que, puisque on intervient aussi auprès de clients français, auprès de clients aussi tunisiens. Donc un peu partout, en tout cas pour l'instant au niveau du monde francophone, on déploie voilà des formations et on accompagne aussi à travers des coachings, alors des populations diverses puisque on forme et on coach à la fois des managers et puis aussi parfois leurs propres collaborateurs, leurs équipes. Alors ça peut être des équipes de commerciaux par exemple, mais pas que. Donc on est voilà sur ces deux populations-là, les managers et les équipes, des formations, des coachings. Donc en management, des formations, des coachings en gestion du temps, gestion des conflits, gestion des émotions, gestion du stress, donc les soft skills, hein, en communication, on fait des formations aussi sur le coaching, on fait des formations de formateurs aussi, voilà. Beaucoup de thématiques différentes, puisqu'on fait pas mal de sur-mesure, donc ça dépend de la demande du commanditaire, du client, ça dépend aussi de ses besoins. Et à partir de là, voilà, on construit, comme on va le voir aujourd'hui, on prépare une séance de formation qu'ensuite on va pouvoir déployer. Mon parcours pro, en fait, moi, j'ai commencé donc juste après mes études. Donc, je termine mes études, on est en 1997-98, que je commence avec des petits boulots de vendeur. Voilà, je commençais vraiment comme ça, vendeur. J'ai commencé ensuite en tant que commercial en informatique. Et puis ensuite, j'ai fait du commerce comme ça, en face à face, en présentiel, mais aussi à distance. Rapidement, je suis devenu manager d'équipe commerciale. J'ai suivi des formations, bien sûr, à la vente, des formations au management d'équipe. Et voilà, j'ai managé des équipes pendant plusieurs années auprès de grands groupes en région parisienne. Pour ceux qui connaissent et qui localisent Montigny-Bretonneux, par exemple, et puis dans Paris même. Ensuite, en 2006, je décide en fait de devenir formateur. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je quitte tout, je retourne à l'école, je vais à l'AFPA. Et à l'AFPA, je suis une formation de formateur pendant 9 mois. Donc, vous imaginez 9 mois en cours tous les jours avec mes collègues, mes copains. C'était mes copains de promotion de formateurs. Donc, j'étais à Issoudun, près de Châteauroux, donc tous les jours en cours de 9h à 17h pendant 9 mois sur le métier de formateur. Donc, vous imaginez tout ce qu'on a pu ingérer comme savoir et puis intégrer comme compétences, que ce soit dans la préparation et dans l'animation des séances de formation. Donc 2006, voilà, je retourne à l'école, je suis une formation de formateur, j'obtiens un diplôme, un titre de formateur professionnel pour adultes. À partir de là, je suis recruté par un organisme de formation qui est rattaché à un grand groupe, et qui m'envoie former partout en France ces équipes au management, mais pas que. Encore une fois, hein, sur un vaste spectre de compétences. On est intervenu sur beaucoup de choses, voilà, du management à la vente, etc. Ensuite, en 2010, je quitte cet organisme de formation et je commence à travailler freelance. Voilà, je travaille freelance un peu partout en France. J'interviens pour la première fois aussi au Maroc. J'ai adoré cette expérience. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de créer mon propre organisme de formation au Maroc. Et en 2012, je pars au Canada, à Montréal, pour me former à la PNL, dans la programmation neurolinguistique, des techniques, des outils que j'utilise à la fois en préparation et en animation, mais aussi me former et me certifier au métier de coach en entreprise. Donc, je reviens au Maroc et puis c'est parti, l'aventure commence. Alors, au départ, j'ai pas mal plus de clients français que de clients marocains, mais au fur et à mesure, et surtout après le Covid, la bascule a eu lieu au moment du Covid, j'ai commencé à avoir plus de clients marocains que de clients français et donc moins de déplacements sur la France. Et voilà, depuis, on est très fiers, très heureux d'accompagner voilà, des grosses entreprises, des grands groupes sur le territoire marocain. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, en Tunisie, on a encore quelques clients en France. Voilà, alors mes attentes, moi, sur ce webinaire, c'est très simple.
Premièrement, ce que je veux, c'est que ça vous soit utile. C'est pour ça que je fais ce webinaire. C'est pour être utile. D'ailleurs, si j'ai décidé à l'époque de devenir formateur, c'est pour vraiment être utile. Donc, que ça vous soit utile, évidemment, certainement de façon différenciée, de façon personnalisée, hein. Chacun a ses propres attentes, chacun est dans sa propre situation totalement personnelle. Et donc, voilà, j'espère que ça va répondre à ces attentes, que ça va vous être utile. Donc, deuxième attente, bien, que je partage avec vous un maximum de choses en très peu de temps. Je suis limité vraiment par le temps. On a 1 heure et on va essayer de respecter ce délai. Donc, voilà, que ça soit utile et que je partage un maximum. Vous avez l'occasion, c'est pour moi l'occasion de vous le dire, vous avez la possibilité de m'envoyer des messages en commentaire et je pourrais même les faire afficher. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi vos messages et je les afficherai. OK? Allez, c'est parti. Donc, ça, c'est bon pour la première étape. Maintenant, je partage avec vous mes 3 secrets. Voilà, quels sont mes 3 secrets depuis maintenant 15 ans pour préparer une séance de formation? Grâce à ces 3 secrets, franchement, parfois, j'ai même réussi à préparer des séances de formation qui ont réussi, hein, mais en très peu de temps. Parfois, voilà, on me demande de remplacer quelqu'un, j'ai très peu de temps pour préparer, et parfois j'ai juste le temps du trajet, alors que ce soit en avion, en train, j'ai juste ce temps-là, peut-être 2 heures, juste 2 heures pour préparer. Mais grâce à ces 3 secrets, grâce à cette méthode, vous allez voir que non seulement on fait de la qualité, mais en plus, ça permet d'être très rapide dans la préparation. Alors, mes 3 secrets. On va commencer évidemment avec le premier. Mon premier secret, mon secret numéro 1. Bon, pour que je partage avec vous mon secret numéro 1, avant tout, il va falloir qu'on se mette d'accord sur quelque chose. D'accord? Il va falloir qu'on se mette d'accord sur la formation, le métier le principe même de la formation. Alors, pour ça, je vous explique. En général, on vous communique un thème. On dit, voilà, je voudrais que tu animes une formation sur tel ou tel thème. Donc, tout part du thème, d'accord? Le thème de la formation est le premier choix à faire, même si parfois il nous est imposé. Exemple, la sécurité incendie. C'est un exemple que je vous donne. C'est le thème, voilà, c'est sécurité incendie, parce que le responsable de formation, la DRH ou le DRH, il a identifié ce besoin-là auprès de ses équipes. Donc, un besoin, en tout cas, c'est le besoin qu'on lui a remonté. Ah, il nous faut une formation sur la sécurité incendie. Oh, il nous faut une formation en management. Oh, il nous faut une formation en vente, etc. Parfois, c'est même imposé par la direction. Voilà, il faut les former, par exemple, à la vente. Ou parfois, c'est imposé par la loi. Hein, sécurité incendie, par exemple, c'est quelque chose qui est imposé par la loi. Donc, tout part du thème. D'accord? Donc, on part du thème. On a le thème en poche. On est au courant du thème. Très bien. Une fois qu'on a le thème, eh bien, il va falloir faire la différence déjà entre pédagogie et andragogie. OK? On va faire la différence entre pédagogie et andragogie. Peut-être que pour certains, andragogie, c'est la première fois que vous entendez ce mot. OK. Alors, grosso modo, pédagogie, si vous voulez, c'est lorsqu'on enseigne auprès des enfants. L'andragogie, c'est lorsqu'on enseigne auprès des adultes. OK? Donc, il y a une différence entre la pédagogie et l'andragogie. Et cette différence, vous devez la connaître pour comprendre ensuite mon premier secret. Alors ici, je vous ai mis un tableau qui explique les différences entre les deux. Il y a plusieurs types de différences. Regardez, au niveau de la motivation, donc l'avant-dernière ligne en bas, donc motivation. Donc auprès des enfants, la motivation vient de sources externes, le plus souvent des parents, des enseignants et d'un esprit de compétition entre les enfants. Alors que l'andragogie, les sources de motivation sont internes, c'est-à-dire auprès d'un adulte qui travaille dans une entreprise. Bien, ici, la motivation, elle va être liée à l'estime de soi, elle va être liée à la confiance, à la reconnaissance qui découle d'une réalisation, d'accord, d'une réalisation de la personne. Du coup, le rôle du formateur, si on regarde tout en bas, va être complètement différent de celui de l'enseignant. Regardez, pour la pédagogie, l'enseignant, il conçoit le processus d'apprentissage, il impose le matériel, et c'est lui, chose très importante, c'est lui qui détient le savoir. Okay, alors que l'andragogie, pour les adultes, eh bien, le formateur va avoir un rôle plutôt, lui, d'animateur, de facilitateur. Il crée un
climat de collaboration. Et ce mot, il va être super important pendant la séance, pendant la préparation et la séance. Donc, de respect et d'ouverture. Et on va voir pourquoi. Parce que vous comprenez la différence entre un enfant et un adulte, entre autres, c'est que l'enfant, il a peu d'expérience, donc il a peu de compétences, il a peu de connaissances. L'adulte, il a déjà peut-être 30 années, plus 40 années d'expérience, il a déjà un savoir-faire, il a déjà voilà de la bouteille, il a des connaissances. Alors ça change tout, ça change vraiment tout. On reprend tout en haut, tiens, allez, dépendance. L'apprenant chez l'enfant, l'apprenant est une personne dépendante. L'enseignant définit le contenu, la méthode et la temporalité des apprentissages. Pour l'adulte en andragogie, l'apprenant est indépendant, il évolue vers l'autonomie et l'indépendance dans ses apprentissages. Au niveau des ressources mobilisées, donc chez l'enfant, l'apprenant a peu de ressources, l'enseignant élabore des techniques de transmission pour aider l'apprenant à mémoriser. Imaginons que l'enfant, si vous voulez, c'est une disquette ou un CD-ROM, si vous voulez, parce qu'il n'y a plus de disquettes, à l'époque il y avait des disquettes, un CD-ROM vierge, hein, où il y a très peu même d'informations écrites dessus. Donc, il y a de la place, et l'enfant est demandeur, il est très curieux, donc il est demandeur, il y a de la place pour intégrer des informations. Par contre, l'adulte, lui, il a déjà, sur son disque, sur sa disquette, sur son CD-ROM, sur sa clé USB, si vous voulez, il y a déjà beaucoup de choses inscrites par son expérience, par la vie qu'il a vécue. Et donc, il n'y a pas beaucoup de place. On peut même dire parfois que c'est full, c'est rempli. Et donc, il va falloir peut-être retirer des choses, enlever des choses ou modifier des choses pour pouvoir laisser de la place pour intégrer de nouvelles informations. Les adultes s'appuient sur l'expérience, la leur, ou celle des autres. Vraiment, ils s'appuient sur l'expérience pour pouvoir intégrer des informations. Les raisons pour apprendre ne sont pas les mêmes chez l'enfant. Apprendre pour avancer jusqu'à l'étape suivante. Vous connaissez le système, hein, pour aller jusqu'au bac, et puis au post-bac, etc. Même si après, on considère que c'est un jeune adulte. Et puis, d'ailleurs, à la fac ou dans les grandes écoles, eh bien, le mode d'apprentissage, le mode pédagogique commence à changer, et on se tourne plus vers l'andragogie. Les adultes apprennent quand ils ressentent le besoin de savoir ou d'être plus efficaces. Alors ça, c'est très important. Il faut que pour l'adulte, quand il est en salle de formation, par exemple, il faut qu'il comprenne totalement, précisément, ce qu'il va apprendre et en quoi, surtout, ça va lui être utile au quotidien, tous les jours dans son travail. Si ça lui est pas utile, ça lui sert à rien, ça l'intéressera pas. D'accord? Focus de l'apprentissage. Donc, chez l'enfant, l'apprentissage est considéré, l'apprentissage est centré sur le contenu, organisé autour d'un curriculum précis, et un enchaînement logique des séquences. Ici, j'ai un pointeur laser. Voilà, comme ça, je vais utiliser le pointeur laser. Ça va être mieux. L'apprentissage des adultes est centré sur une tâche ou un problème à résoudre. Une petite erreur ici. Sur une tâche ou un problème à résoudre. D'accord? Donc, vraiment, l'apprentissage chez l'adulte, il doit être centré sur une tâche à résoudre. Une tâche à mener. Donc, voilà, vous voyez les deux types de manières d'enseigner, si vous voulez, la pédagogie pour l'enfant et l'andragogie pour l'adulte. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout cette partie-là, c'est l'andragogie pour adultes. Donc, on va se concentrer là-dessus. Et comme, regardez, l'adulte apprenne quand il ressent le besoin de savoir ou d'être plus efficace, L'apprentissage des adultes est centré sur une tâche. Donc, ça va tout changer par rapport à la pédagogie. Et en quoi ça va changer? Eh ben, c'est ça, c'est mon secret numéro 2. C'est que vous allez vous allez travailler sur la base de ce qu'on appelle la formation par objectif. Par objectif. Alors, petite définition. Action de former. Manière dont quelque chose se forme. Processus entraînant l'apparition de quelque chose qui n'existait pas auparavant. Donc, je recommence, je relis. Action de former. Manière dont quelque chose se forme. Processus entraînant l'apparition de quelque chose qui n'existait pas auparavant. Mais de quoi on parle? Qu'est-ce qui n'existait pas auparavant et qu'il va falloir former? D'accord? Qu'est-ce qui n'existait pas auparavant et qu'il va falloir former? Je dis pas créer. Je dis former. Imaginons, vous êtes Lafarge Holcim, par exemple,
Eh bien, imaginons, vous visitez une usine de Lafarge-Holcim, ce qu'il m'est arrivé de faire pour avoir formé justement leur formateur. Là-bas, vous allez voir, ils vont vous expliquer comment ils fabriquent le ciment. Et en fait, c'est un mécanisme de formation. Ils forment le ciment. Le ciment se forme par des mécanismes chimiques, etc. Ils prennent de l'eau, ils prennent du sable, etc. Ils prennent une matière qui est extraite des mines, et avec ça, il y a une certaine, comme une recette de cuisine, en respectant un certain mécanisme, en utilisant aussi un four, eh bien, il y a tout un processus qui va créer, enfin pas créer, mais qui va former le ciment. Eh bien, nous, c'est pareil. La formation, ça doit former quelque chose chez l'apprenant. Ça doit former ici, dans son esprit et puis dans son être, quelque chose. Et ça doit former quoi? Ça doit former quoi? Ça doit former, eh bien, ce qu'on appelle la compétence. Et vous devez réussir à travers votre formation à faire en sorte que se forme chez l'apprenant, d'accord? Donc, au niveau cognitif, il va falloir faire en sorte que se forme chez lui ce qu'on appelle les compétences. C'est ça qu'il va falloir que se forme auprès de votre apprenant dans son esprit. Il va falloir que se forme la compétence. Et qu'est-ce que la compétence? La compétence, vous voyez, c'est un ensemble, ici, là, voilà, c'est un ensemble de savoir composé de, on va commencer en bas, ici, là, composé de savoir-faire, plus des savoir-être, plus des savoirs. D'accord? L'addition, si vous voulez, entre des savoir-faire, des savoir-être, des savoirs. Tout ça dans un contexte défini, bien particulier. Un contexte, en l'occurrence pour la formation professionnelle, un contexte de travail, un contexte professionnel dans lequel se trouve la personne. Dans ce contexte-là, elle doit réaliser des tâches et elle doit mobiliser pour assurer la qualité de ces tâches, elle doit mobiliser des compétences. Les compétences vont être l'addition de ces trois types de savoirs. Des savoir-être, des savoir-faire et des savoirs théoriques. OK? Vous voyez bien que si je détiens simplement des savoirs et des savoir-être, on parle de connaissances. Si je sais faire et que j'ai des savoirs théoriques, on peut parler de performance. Si je sais faire et j'ai la bonne attitude, mais je ne sais pas comment ça s'appelle ce que je fais, je reste un exécutant. La compétence, plus précisément, c'est vraiment la mobilisation de ces trois types de savoirs dans une situation donnée pour réaliser une tâche. Donc, la formation consiste à former au niveau cognitif chez la personne des compétences, d'accord? L'acquisition de compétences. Donc, du coup, le secret, mon premier secret que je dois partager avec vous, qui est la base, tout démarre de là, quand je commence à préparer une séance, tout part de là, c'est être capable, évidemment, de définir un objectif pédagogique. Et ça, c'est pas si simple que ça, vous allez le voir. D'ailleurs, comme le disait Abraham Lincoln, je vous ai mis une petite citation, un objectif correctement défini est à moitié atteint. Donc vous imaginez que bien définir l'objectif, c'est déjà l'atteindre à 50%. Donc autant concentrer, mettre de l'énergie dans la préparation, la définition de l'objectif. Alors, comment on définit un objectif pédagogique en formation? Alors, déjà, il faut savoir que l'objectif va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre du temps disponible. Si on vous donne 2 jours, c'est pas la même chose que si on vous donnait juste une demi-journée pour former un groupe. D'ailleurs, le groupe, il est constitué de combien de personnes? Former un groupe de 3 personnes, c'est pas la même chose que former un groupe de 12 ou former un groupe de 30. Le niveau des apprenants, évidemment.
hein, quel est leur niveau, quel est leur niveau en termes de compétences, souvenez-vous, de savoir, savoir-faire et savoir-être, etc. Donc, déjà, à partir de là, et surtout, vous allez voir le temps disponible, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses, mais tout dépend finalement du temps dont on dispose. Eh bien, on va pouvoir, juste après, à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler pour définir notre objectif. Sachant que l'objectif qu'on va définir, un objectif pédagogique, il a trois composantes. Okay, donc là, on est dans le cœur de mon premier secret. Comment définir un objectif pédagogique? C'est ce qu'on appelle les 3 C. L'objectif pédagogique doit être composé de 3 C. Alors, le premier, c'est quoi? C'est un comportement observable. Dans l'objectif, on doit pouvoir lire un comportement observable attendu à la fin de la formation. À l'issue de la formation, la personne doit être capable, l'apprenant doit être capable de, et là, on doit avoir un verbe peut-être d'action, on va voir ça après, mais en tout cas, un verbe qui correspond à un comportement qui va pouvoir être observé, observable. Rappelez-vous, on est en andragogie avec des adultes, et donc on est sur des tâches, il faut que ça soit utile dans un contexte professionnel. Donc un comportement observable. Donc dans l'objectif, dans la formulation de l'objectif, on doit pouvoir lire un comportement observable. Deuxième composante de l'objectif, dans des conditions de réalisation. Dans l'objectif pédagogique, on doit pouvoir lire les conditions dans lesquelles ce comportement va être réalisé. Parce que les conditions vont avoir un impact important sur, évidemment, le comportement, la réussite du comportement à observer. Troisième composante est bien sûr le critère de réussite. Sur quels critères on va pouvoir dire que l'objectif est atteint, oui ou non. L'objectif est atteint, oui ou non. Donc, vous voyez, là, on a trois composantes, le comportement observable, les conditions de réalisation et le critère de réussite. Et ces trois éléments doivent absolument figurer dans la formulation de l'objectif. C'est comme ça qu'on définit, qu'on rédige un objectif pédagogique. Donc, on parle d'ailleurs d'objectif pédagogique opérationnel, OPO. Il doit être énoncé, comme je viens de vous l'expliquer, si vous voulez, de 3 C, ce qu'on appelle la règle des 3 C. Décrire avec un verbe d'action un comportement observable, mesurable, avec les conditions de la réalisation, moyen, contexte, préciser la durée, seul ou pas. Hein, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il est en équipe, avec les notes ou pas, par écrit ou par oral, tout ça va être important. Et puis les critères de réussite ou de performance qui doivent être clairement énoncés. Alors, je vous donne ici un exemple. On a un exemple d'objectif pédagogique opérationnel. Être capable à l'issue de la formation de traiter les objections clients en réception d'appel en employant la technique du TOC, puis de la balance ou du boomerang. Donc, vous voyez là, on a un objectif pédagogique. Où sont situés le comportement observable, les conditions de réalisation et les critères de réussite? Eh bien, on va voir ça ensemble. Ici, le comportement observable en rose, en vert, les conditions de réalisation, en bleu, le critère de réussite. C'est parti. Voilà, être capable à l'issue de la formation de comportement observable, de traiter tout type d'objection client. C'est ça qu'on attend de la personne en termes de comportement observable. Dans quelles conditions de réalisation? Eh bien, en réception d'appel. Donc voilà, donc c'est un vendeur par téléphone qui doit être capable de traiter les objections clients, tout type d'objections clients. Conditions de réalisation, eh bien, en réception d'appel, ce qui n'est pas la même chose qu'en émission d'appel. Critères de réussite, comment on va pouvoir dire qu'il a réussi ou pas à le faire? Eh bien, c'est si et seulement si il emploie la technique du TOC dans un premier temps, puis de la balance ou du boomerang. Voilà. Donc, si la personne, à l'issue de la formation, est capable de traiter tout type d'objection client en réception d'appel en employant la technique du TOC, puis de la balance ou du boomerang, eh bien, la formation est réussie. Donc, vous voyez, tout part de là. Tout part de l'objectif pédagogique. On fabrique, on définit un objectif pédagogique qui compose ces 3 C. Un autre exemple, ici, pour un autre thème, être capable à l'issue de la formation de conduire un entretien de recadrage auprès de l'un de ses collaborateurs, donc c'est pour des managers. Qu'est-ce qu'on attend d'eux?
ben, qu'il soit capable de conduire un entretien de recadrage auprès de l'un de ses collaborateurs. Dans quelles conditions de réalisation? Eh bien, en face à face. Voilà, en face à face, on aurait pu rajouter dans un bureau, par exemple. On aurait pu rajouter debout. En face à face, debout. On aurait pu rajouter assis. Critères de réussite en bleu, là. Eh bien, en employant la technique du renard, on ne veut pas qu'il le fasse n'importe comment. On veut qu'il le fasse en employant une technique bien précise qui est ici, par exemple, la technique du renard, qui est une technique très efficace pour cadrer de façon aussi très écologique, c'est-à-dire sans agressivité, en respectant la personne. Et en moins de 45 secondes. Donc là, on est sur un renard rapide, vous voyez, de 45 secondes pour recadrer quelqu'un par rapport à un hors-jeu qu'il aurait commis quelques minutes auparavant. Donc, voici un exemple d'objectif pour un manager en formation de management. Être capable à l'issue de la formation de conduire un entretien de recadrage auprès de l'un de ses collaborateurs en face à face, en employant la technique du renard et en moins de 45 secondes. Vous voyez, vous rédigez cet objectif et après, vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de temps. Je vais vous expliquer ça après par rapport à mon deuxième secret. Dernier exemple, je crois qu'on est, oui, formation de coaching, voilà. Être capable, à l'issue de la formation, de mener une séance de coaching, okay, d'une durée de 1 heure et à distance, en employant les questions du métamodèle. Donc, là, le comportement observable, c'est quoi? Mener une séance de coaching, c'est ce qu'on attend de la personne. Conditions de réalisation, eh bien, une séance qui va durer 1 heure et qui va se dérouler à distance, sur WhatsApp ou par téléphone ou Skype ou Zoom, par exemple. Et les critères de réussite, eh bien, on considérera qu'elle aura réussi si et seulement si elle emploie les questions du métamodèle, qui sont des questions tirées de la PNL, de la programmation neurolinguistique, qui permettent notamment de mettre à jour l'état présent chez la personne et de l'amener à récolter l'information perdue sur le chemin. En tout cas, de casser les généralisations, casser les distorsions, casser les sélections, les omissions. Bref, ici, donc, dernier exemple, voilà, d'objectifs pédagogiques, être capable, à l'issue de la formation, de faire quoi? De mener une séance de coaching, d'accord? Dans quelles conditions? 1 heure de séance à distance, ok, en employant les questions du métamodèle. Voilà, donc je viens de partager avec vous des 3 exemples d'objectifs. Alors, tout à l'heure, je vous disais, pour le comportement observable, ça doit être un verbe d'action. Alors, il existe une classification, justement, de tous ces mots, de tous ces verbes, ce qu'on appelle la classification, la taxonomie de Bloom, qui a fait ce travail-là. Donc, ici, ils sont répertoriés par rapport au type de savoir. Donc, voilà, si vous voulez atteindre un objectif lié à des savoirs théoriques ou à des savoir-faire ou savoir-être, ou alors, ça peut être, je vais proposer d'autres mots après, ça peut être lié à l'ensemble des savoir-être, plus des savoir-faire, plus des savoirs, hein, des compétences. Là, c'est classé par type de savoir. Donc, vous voyez, des verbes de comportement observable, définir, énumérer, nommer, rappeler, reconnaître, rédiger. Je ne vais pas tous vous les lire. Ici, vous avez des verbes pour le savoir-faire, actionner, calibrer, découper, décrire, faire fonctionner, identifier, indiquer, mesurer, etc., construire, démonter. Savoir-être, accepter, admettre, obéir, reconnaître, respecter, se conformer, suivre, accueillir, adhérer, contrôler, etc., écouter. Donc, vous voyez, la taxonomie de Bloom, c'est juste quelques exemples, hein, parce que dans les travaux qu'il a réalisés, il y a beaucoup, beaucoup plus de verbes proposés. On les trouve en français et en anglais, évidemment. Ici, d'autres verbes qui sont classés cette fois-ci par catégorie, hein, mémorisation, compréhension, application, analyse, synthèse ou évaluation. Donc, vous voyez, être capable de citer, d'énoncer, de décrire, de définir, être capable d'expliquer, de démontrer, d'interpréter, être capable d'employer, de compléter, de résoudre, d'établir, de mettre en œuvre, etc., etc. Donc, tout très, très important. Ça, c'est mon premier secret, vraiment fondamental. Je veux dire, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base de tout. Je veux dire, c'est la base de la préparation. C'est la base de la formation. C'est la base du métier de formateur. Vous devez être capable de définir un objectif pédagogique, opérationnel, dans lequel on va trouver un comportement observable tiré de la classification de Bloom, de la taxonomie de Bloom,
une des conditions de réalisation bien précises. Donc, vous devez vous projeter et imaginer la personne en situation de contexte professionnel réel. Et dans ces conditions-là, être capable de faire d'avoir ce comportement observable. Et puis, le dernier, c'est des critères de réussite. Donc, comment on veut qu'il fasse ça? Autrement dit, quels sont les critères qui vont nous dire que il a réussi ou pas. Okay. Et donc là aussi, vous devez réfléchir pour définir vos critères de réussite. On va passer maintenant à mon deuxième secret. Donc, premier secret, définir un objectif pédagogique opérationnel de qualité avec les 3 C. Maintenant, une fois que c'est fait, eh bien, le deuxième secret, on va voir ça tout de suite. Mon secret numéro 2, vous avez votre objectif. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, maintenant que vous avez votre objectif, vous allez devoir vous poser la question de ce qu'on appelle le plan. Vous allez devoir réfléchir et décider du plan. Le plan, c'est ce qu'on appelle en façon vulgaire, si je peux dire ça comme ça, le programme. Donc, pour atteindre l'objectif pédagogique opérationnel, le formateur doit lister les contenus à aborder. Donc, le plan, c'est quoi? C'est pour atteindre cet objectif-là, quels sont les contenus que l'apprenant doit absolument aborder? Alors, quand je dis absolument aborder, c'est que non seulement c'est faire la liste des contenus qu'il doit absolument aborder, mais c'est aussi s'assurer de ne mettre que les contenus qu'il faut absolument qu'il aborde. C'est-à-dire, ne mettez que les contenus nécessaires pour atteindre l'objectif. Ne mettez pas de contenus qui ne sont pas nécessaires, voilà, qui ne sont pas indispensables, c'est le mot que je voulais employer. Vous ne mettez que les contenus indispensables pour atteindre l'objectif. Vous savez, en formation, le seul ennemi qu'on va avoir, qu'on a, c'est le temps. Le temps. OK? Donc, et vous allez voir, au niveau du troisième secret, vous allez voir pourquoi le temps, c'est si important que ça. Du coup, on n'a pas le temps. Comme on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre. Et donc, on n'a pas de temps à perdre avec des contenus qui ne sont pas indispensables. On se concentre que sur les contenus indispensables. Souvenez-vous, c'est des adultes qui ont de l'expérience, qui travaillent déjà. Ils n'ont pas de temps non plus à perdre. D'accord? Ils n'ont pas envie de perdre leur temps dans une salle ou en formation, ils vont s'ennuyer. Un adulte qui s'ennuie, c'est affreux. D'accord? Donc, on n'a pas, et puis de toute façon, vous n'avez pas le temps. Donc, on ne prend que les contenus, j'insiste dessus, les contenus indispensables pour atteindre l'objectif pédagogique. Une fois qu'on a fait cette liste-là de contenus à absolument aborder, eh bien, il va falloir les mettre dans l'ordre chronologique. Et c'est là où ça devient le plan. D'accord? Donc, dans un premier temps, on fait la liste des contenus. Voilà, rappelez-vous, vous avez votre objectif pédagogique, vous vous dites, voilà, pour atteindre mon objectif pédagogique, je reviens en arrière. On va prendre par exemple, ici, être capable à l'issue de la formation de mener une séance de coaching d'une durée de 1 heure et à distance en employant les questions du métamodèle. Bon, pour atteindre cet objectif, quels sont les contenus qu'il faut absolument, qui sont indispensables? Et que cela. Bon, déjà, il va falloir voir c'est quoi une séance de coaching, c'est quoi le coaching, c'est quoi un coach. Ensuite, il va falloir voir peut-être c'est quoi les questions du métamodèle, quelles sont les différentes questions du métamodèle, d'où ça vient, à quoi ça sert et comment on les utilise. Voilà, c'est tout. That's it. D'accord? Les contenus indispensables et pas plus. Pas plus. Donc, le secret numéro 2, c'est ensuite, une fois qu'on a l'objectif pédagogique, opérationnel, eh bien, c'est de faire la liste des contenus, de les mettre dans l'ordre chronologique, c'est de se poser la question. Alors, quel est le contenu qu'il doit avoir en premier, ensuite le contenu qu'il doit avoir en deuxième, ensuite le contenu qu'il doit avoir en troisième. Je peux pas le mettre en deuxième parce qu'avant, il faut qu'il voit qu'il voit ce contenu-là, ainsi de suite. Et vous faites comme ça, voilà, votre liste de contenus, ce qu'on appelle finalement le programme, un peu comme une recette de cuisine. Vous avez un programme. Donc, je vous ai mis ici, par exemple, un exemple de programme de formation, sécurité incendie. Voici
le plan, voilà, qui nous vient de Monsieur Mo. Pardon, oui, c'est ça. Non, Monsieur Denis Pasquier, pardon. Monsieur Denis Pasquier. Les causes d'incendie et les conséquences, le triangle du feu, les classes de feu, la propagation du feu, les moyens d'intervention, etc. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la liste qu'il a rangée par ordre chronologique de tous les contenus qui doivent être abordés de façon indispensable pour atteindre l'objectif pédagogique. Je vous ai mis d'autres exemples qui viennent des formations que j'anime moi. Ici, un contenu par rapport, voilà, c'était une formation de coach. Alors, vous voyez, dans ma séance, j'ai 4 séquences et voici les contenus. Donc, séquence 1, définition du coaching, rôle, qualité, éthique du coach, le triangle du coach, la courbe du changement. Séquence 2, processus de changement chez l'adolescent et l'adulte. Séquence 3, pardon, le postulat numéro 1 de la PNL, le VACOG, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça là, c'est ça qu'on appelle le plan. Notre exemple, ici, voilà, toujours en 4 séquences, les enjeux de la première séance, la synchronisation et la création du rapport, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le deuxième secret. Vous devez, à partir de votre objectif pédagogique, vous devez élaborer votre plan, faire la liste des contenus, les mettre dans l'ordre chronologique, et du coup, ça devient un plan. Mon secret numéro 3. Alors, mon secret numéro 3, c'est peut-être, j'allais dire, le plus important, mais finalement, les 3 sont très importants, mais celui-là, il mérite d'être connu, évidemment. Une fois le plan établi, le formateur se doit maintenant de concevoir le déroulement. D'accord? Parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on a, si vous voulez? On a un objectif, donc c'est-à-dire une destination, ok, finale, en termes de comportement observable, avec des conditions de réalisation, avec des critères de réussite. On a aussi une liste de contenus qui est devenue un plan. Ok? Voilà ce qu'on a pour l'instant. Maintenant, il va falloir se mettre d'accord sur comment on y arrive, comment on atteint cet objectif-là, c'est-à-dire comment on va aborder chacun des contenus. Voilà. Donc, souvenez-vous, on a la liste des contenus. Comment on va aborder chacun des contenus? Comment? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le déroulement. Donc, voilà comment je procède pour établir mon déroulement. Déjà, vous allez devoir faire un choix. Faire un choix entre quoi et quoi? Eh bien, vous allez devoir faire un choix entre plusieurs façons d'apprendre. D'accord? On a la liste des contenus. Pour chaque contenu, on doit décider d'un déroulement. Oui, mais il y a plusieurs façons de faire. En fait, il y a 4 grandes manières de faire. Ce qu'on appelle finalement des méthodes. Il y a ce qu'on appelle 4 méthodes pédagogiques. La première méthode pédagogique, c'est la méthode dite affirmative ou dite descendante ou dite d'exposition, si vous voulez. C'est que, qu'est-ce qui se passe? C'est le formateur qui détient le savoir et qui va le donner, voilà, qui va le communiquer à la personne, un peu comme à l'université, à la fac. À la fac, vous avez le prof qui a un micro, qui lit le cours, et les élèves doivent écrire le cours. Pour la petite histoire, moi, quand j'étais à la fac en France, à Paris, j'étais à Paris 2, c'est à l'université d'Assas, et là-bas, on était dans des amphis très grands, on était 2000, et on avait le prof qui parlait dans le micro. Qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait son livre. Et nous, le livre qu'il avait écrit, hein, et qui nous invitait bien sûr à acheter, et nous, on prenait des notes. Et donc, on notait ce qu'il disait. Voilà. Et quand vous loupiez un cours, il fallait demander des photocopies, il faut photocopier les cours. Donc, en fait, vous voyez, c'est l'affirmative. Voilà, c'est la descente. On vous donne l'information. L'avantage, c'est qu'on peut donner beaucoup d'informations en très peu de temps. L'inconvénient, très peu de mémorisation, et c'est très peu motivant, puisqu'il se passe rien au niveau cognitif. Donc, ça ennuie tout le monde. Démonstrative. Alors, démonstrative, c'est quoi? C'est vous allez, vous ou quelqu'un va montrer à la personne comment faire. Un peu comme les enfants apprennent auprès des parents par mimétisme, c'est-à-dire on va vous montrer comment faire et vous allez apprendre en regardant comment on fait. Démonstrative. Troisième méthode, c'est la méthode interrogative. Donc, comme son nom l'indique, vous allez poser des questions. Vous allez poser des questions pour guider la personne vers le savoir. D'accord? Des questions
pour l'emmener au niveau cognitif par la déduction, pour l'emmener vers et atteindre le savoir par l'interrogatif. Donc, ça demande un peu plus de temps, mais c'est plus motivant. Et enfin, il y a la quatrième méthode, c'est la méthode que je préfère, c'est celle que j'utilise le plus, et je vais vous expliquer comment je fais pour l'utiliser. C'est ce qu'on appelle la méthode active. La méthode active. Et justement, je vous propose un focus dessus, sur la méthode active, et je vous explique ce que c'est. Donc ici, voilà, un slide qui vous explique la différence entre les différentes méthodes. Ah oui, alors la méthode active. Je vous ai mis ici ce qu'on appelle le triangle du formateur. Je vais vous expliquer un truc. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi la méthode la méthode active est très importante, enfin très efficace, et que c'est celle que je préfère. Je prends mon pointeur, voilà, ici. Alors, ici, on a le formateur, ici, on a l'apprenant, ici, on a les savoirs. On aurait pu mettre le savoir en haut, on aurait pu mettre l'apprenant en haut, peu importe. Hein, d'accord? Ce qui compte, c'est les axes, c'est les relations. On va aller sur cet axe-là. Il y a écrit pédagogie, on aurait pu mettre andragogie, peu importe. En tout cas, c'est l'axe entre l'apprenant et le savoir. Donc, le formateur n'existe plus là. C'est l'apprenant qui est en relation avec le savoir. Eh bien, la méthode active, c'est ça. La méthode active, c'est de préparer des situations, des séquences, des activités en formation qui vont mettre l'apprenant dans une situation, en fait, qui va lui donner l'opportunité de rencontrer le savoir. Il va le rencontrer parce qu'il va être confronté à, des facteurs qui vont l'amener au savoir, sans l'intervention du formateur. D'accord? C'est l'apprenant tout seul avec qui va faire connaissance et rencontrer le savoir. Le formateur s'efface. À ce moment-là, il a plusieurs postures tout au long de la formation et à ce moment-là, il va avoir une posture de facilitateur, évidemment. C'est le formateur qui, en amont, en préparation, prépare ces situations-là, évidemment. Alors, quelques éléments de compréhension pour les méthodes actives. Les méthodes actives sont des approches pédagogiques qui placent l'apprenant au centre du processus d'apprentissage. Contrairement aux méthodes traditionnelles centrées sur l'enseignant et son savoir, les méthodes actives encouragent la participation active de l'apprenant, favorisant ainsi une meilleure compréhension et rétention des connaissances. Alors, la méthode active, c'est quoi finalement? Comme j'aime l'expliquer, c'est que vous allez mettre l'apprenant dans une situation où il sera seul ou il sera avec d'autres apprenants, où c'est lui qui va construire, voire co-construire le savoir. Il va le construire, voire le co-construire le savoir. Et c'est là où c'est magique. Et c'est là où ça fonctionne bien, super bien avec nos adultes qui sont en entreprise, qui travaillent déjà, qui ont de l'expérience. C'est qu'ils ont déjà des savoirs, ils ont déjà des compétences. Donc, lorsque vous allez les mettre dans ces situations, ils vont s'appuyer sur ces compétences et sur ces savoirs, sur ces expériences pour construire, voire co-construire le savoir. Une fois qu'ils l'ont construit, eh ben, il est à eux. Il est intégré à eux. Il y a eu, alors quand on les met en seul dans un exercice, on parle de conflits intracognitifs. Quand on les met dans un groupe, on parle à ce moment-là de conflits extra-cognitifs. D'accord? Donc, je répète, là, on va mettre la personne dans une situation où elle va apprendre parce qu'elle va être confrontée au savoir. Donc, si elle est toute seule, on parle de conflit intracognitif. Par contre, si elle est dans un groupe, une équipe, d'ailleurs, si vous devez faire des sous-groupes en formation, essayez le plus possible de faire ces groupes de 3. C'est le meilleur chiffre pour qu'il y ait ce qu'on appelle les conflits socio-cognitifs. Donc, c'est quoi un conflit socio-cognitif? Eh bien, c'est 3 personnes qui vont se rentrer en conflit. C'est-à-dire qu'ils vont pas être d'accord, ils vont confronter, peut-être d'accord, mais sur plusieurs aspects, ils ne le seront pas. Ils vont confronter des idées et ces idées, lorsqu'elles vont se confronter, vont faire des étincelles et ces étincelles-là, c'est ça qui va produire le savoir. Alors, vous les mettez en actif comme ça et ils vont produire le savoir alors que c'est pas vous qui l'avez donné, c'est eux qui vont le déterminer par eux-mêmes. Donc vous imaginez bien que c'est beaucoup plus motivant, c'est plus sympa parce qu'on est en action et puis c'est l'occasion de montrer aux autres ce qu'on sait faire, sa valeur, ses compétences, ses expériences, etc. On échange, etc. C'est super. Et puis et en plus c'est très efficace parce qu'il y a ce conflit socio-cognitif. Donc les mettre
en actif. C'est ça le secret numéro 3. Donc, quelques techniques qui sont des techniques dites de l'actif, bah, les travaux de groupe, comme je viens de l'expliquer, les travaux par équipe, les projets, les études de cas aussi que vous pouvez préparer, les jeux de rôle, les simulations, surtout lorsqu'elles vont être débriefées, lorsqu'elles vont être revisionnées, si vous utilisez la caméra, et la résolution de problèmes, évidemment, permettant aux apprenants de construire leur savoir. Donc, vous voyez, j'aurais dû mettre ce mot en gras et en rose, construire leur savoir par l'expérience, la réflexion et l'interaction. Voilà mon secret. Mon deuxième secret, c'est de les mettre en actif. Pardon, mon troisième secret, c'est de les mettre en actif pour qu'ils puissent construire le savoir par eux-mêmes à travers l'expérience, la réflexion et l'interaction. Alors, oui, je vais quand même le passer, comme ça vous pourrez ensuite lire chacune des slides. Un apprentissage par projet, voilà. Quand on est sur Internet, vous pourrez mettre pause et lire tranquillement. Apprentissage par étude de cas, voilà. Et les apprentissages par problème. Je vous ai mis aussi ici une série de techniques qui sont issues des méthodes actives. Donc voilà, différentes techniques, l'exposé, la présentation d'expérience, etc., etc. Alors, l'exposé, pour le coup, là, c'est de la méthode affirmative, pardon. Ici, c'est pas par catégorie, hein, c'est toutes les techniques. Donc, ça, c'est des techniques affirmatives. Là, on est sur des techniques dites actives, ainsi de suite. Alors, souvenez-vous, vous avez votre contenu, vous avez votre liste de contenus, c'est le plan. Pour chacun des contenus, vous devez décider, choisir, vous devez choisir une technique. OK? Ça, je vous l'ai dit. Très bien. Alors, moi, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai, par exemple, sur une séance, je dis n'importe quoi, j'ai 5 contenus, je me pose la question, quel est le contenu le plus important? On va imaginer que le contenu numéro 4, c'est le contenu le plus important. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre en actif sur ce contenu-là. Pourquoi? Parce que l'actif, le problème, c'est que ça demande beaucoup de temps. Donc, c'est super motivant. Ça permet la mémorisation à vie. D'accord? Moi, tout ce que je partage avec vous, je l'ai appris en formation de formateur. On était en actif. Donc, c'est pour ça que ça a duré 1 an d'ailleurs. Ça a duré beaucoup de temps. Mais du coup, c'est dans le muscle, c'est intégré. Je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, le quatrième, imaginons le quatrième contenu, on le fait en actif parce que c'est le plus important. Très bien. Et le reste, eh ben, je choisis. Le premier, ça sera peut-être en affirmatif. Le deuxième, en interrogatif. Le troisième, ce sera une démonstration. Le dernier, ça sera en affirmatif. Mais le numéro 4, c'est le plus important. Il sera, lui, en actif. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous allez pouvoir remplir un document. Et ce document, ben, c'est ce qu'on appelle le scénario pédagogique. Vous allez avoir ici votre scénario pédagogique vous allez pouvoir mettre vos horaires. Vous allez pouvoir mettre ici le plan. Donc ici, c'est les contenus qui vont être abordés. Ici, la méthode affirmative, interrogative, active, etc. La technique ici, donc là, ça va être une étude de cas, par exemple. Ici, ça va être distribution d'un document, lecture d'une définition, je ne sais pas, une vidéo. Ici, les outils que vous allez utiliser. Et puis ici, les supports que vous allez utiliser. Est-ce que vous allez utiliser des feuilles, des questionnaires, etc. Alors, outil, support, la différence, par exemple, outil, vous allez utiliser une télé ou un vidéoprojecteur, ça c'est un outil pédagogique. Donc, et le support, bon, ça va être la vidéo, par exemple. Et voilà. Donc là, vous avez mes 3 secrets pour préparer et réussir une séance de formation. Donc, je les répète avec vous, hein, puisque il faut répéter, répéter, répéter pour apprendre, hein, évidemment. Donc, le premier secret, c'est quoi? C'est définir un objectif. Vous devez définir un objectif pédagogique qui est constitué des 3 C, comportement observable, conditions de réalisation, critères de réussite. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous savez où vous allez. Ensuite, deuxième secret, il vous faut le plan. Donc, vous faites la liste des contenus, vous les mettez dans l'ordre chronologique, ça devient le plan. Et vous mettez que les contenus indispensables, pas le reste.
Troisième secret, eh bien, pour chaque contenu, vous choisissez une méthode affirmative, etc., sachant que vous allez prendre le contenu le plus important et celui-ci sera en actif. Le reste ne sera pas. Et pour chaque contenu, vous choisissez une technique. Et voilà. Ainsi se terminent ces trois secrets que j'ai partagés avec vous. Donc, alors, je viens de voir que vous avez envoyé, et je vous remercie des commentaires. Ah bah merci, je verrai ça hein, pour organiser sur votre plateforme les webinaires. Je les partage ici. Donc Adil, excellent, excellent, bonne continuation. Merci Adil. Bonjour Amal. Bonjour Abdelhim. Donc ça a été envoyé au début. Hein. Voilà, ça partage. Magistral de la part de Samar. Merci, appreciate it. Mohamed, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonjour à tous Nadia. Voilà, je les ai partagés. Si vous avez des questions, allez-y, posez vos questions ici et j'y répondrai. Alors, troisième, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une petite surprise pour vous. Donc, je vais vous expliquer. Donc, j'organise bientôt, puisque ça, on va démarrer le 9 mars, une formation de formateur. Donc là, on verra l'ensemble, c'est-à-dire on verra évidemment la préparation et on verra l'animation, d'accord, la préparation, l'animation de formation, que ce soit des formations présentielles ou à distance. Donc, on va organiser cette formation. D'ailleurs, elle est en mode hybride, c'est-à-dire que on aura dans la même formation des personnes qui seront en salle, en présentiel, et on aura en même temps des personnes qui seront à l'écran, qui seront à distance dans d'autres pays, et on va pouvoir animer comme ça une formation hybride sur le métier de formateur, donc formation de formateur. Je vais vous présenter rapidement cette formation. Voilà, donc formation de formateur. Hop, alors je vais ici. Voilà, je partage avec vous certains commentaires. Merci pour l'effort du commentaire. Merci à toi, Amélie, je te remercie. Est-ce que les slides sont partagés? Qu'est-ce que ça veut dire partager? Vous avez la possibilité, il y aura un replay, hein, donc vous aurez la possibilité de revoir les slides. Par contre, envoie-moi, voilà, j'ai compris ta question, Mohamed, pardon. Envoie-moi un message privé, je t'envoie les slides. Envoie un message privé, je t'envoie les slides. Mais le mieux, ça serait que tu participes à la formation. Hein. D'ailleurs, allez, c'est parti, je vous présente la formation. Elle est où ma formation? Alors, elle est où? Elle est où? Elle est où? Voilà, elle est là. Bon, comme je dis souvent, investissez en vous. C'est franchement les formations de formateurs, les formations de coach, les formations, voilà, des formations qui vont vous permettre demain de faire mieux votre travail d'exercer un nouveau travail. Moi, j'invite tout le monde à investir dedans parce que c'est les meilleurs investissements qu'on puisse faire. Vous investissez en vous, vraiment. Hop, je vais juste enlever les commentaires, masquer les commentaires. Voilà. Je vais aussi enlever ça. Voilà. Alors, l'objectif global, acquérir et développer les compétences nécessaires pour préparer et animer une séance de formation en présentiel ou à distance en employant les méthodes actives les plus modernes. Voilà, on va vraiment utiliser toutes les méthodes qui existent, les techniques les plus modernes pour former. On va aller jusqu'au blending learning avec l'utilisation voilà, des réseaux sociaux, etc. pour animer ces formations, préparer ces formations. Les 5 objectifs, donc comprendre la réelle mission du formateur, être capable d'adopter ces différentes postures. Je vous ai dit qu'il avait différentes postures à adopter au fur et à mesure. Être capable de définir un objectif pédagogique opérationnel composé des 3 C. Donc on le fait et on le fera dans vos domaines à vous. Vous serez capable de le faire dans vos domaines spécifiques parce que vous allez voir que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Être capable de préparer une séance de formation en employant la méthode active. Être capable d'animer une séance de formation motivante. Donc là, on sera en actif. Hein. Donc, vous allez préparer, vous allez animer et on débriefera toutes les animations de tous les participants pour que vous puissiez apprendre. C'est comme ça que j'ai appris et c'est comme ça que je veux que cette formation se déroule. Et puis, on aura un dernier objectif qui est être capable d'évaluer une séance de formation. Il y a plusieurs choses à évaluer.
Et il n'y a pas que la fameuse évaluation à chaud, satisfaction des participants à la fin. Non, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses à évaluer. Donc, on verra tout ça. Alors, pour ça, hop, 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 ici, vous avez dans la brochure, hein, envoyez-moi un message WhatsApp, je vous envoie la brochure. Vous avez le programme détaillé, tout le programme détaillé des cinq modules. On sera beaucoup en actif, hein, beaucoup de jeux de rôle, comme je vous l'ai dit, beaucoup de travaux en équipe, des challenges aussi, et quelques apports théoriques, évidemment. J'animerai personnellement cette formation. Vous trouverez dans la brochure des feedbacks, des témoignages que vous pouvez retrouver aussi d'ailleurs sur LinkedIn. Hein, vous les trouvez sur LinkedIn. Hop. Alors oui, à l'issue de la formation, il y aura un suivi individuel. Donc ça veut dire que chaque participant aura le droit à 3 séances de coaching à distance avec moi. Donc sur ces 3 séances, à M+1, M+2, M+3, pour pouvoir l'accompagner comme ça. Donc à l'issue de la formation, 3 séances de coaching à distance pour individuel. Vous allez avoir évidemment une attestation de formation qui vous attestera que vous avez suivi la formation pour ceux qui sont allés au bout de la formation. Et vous avez aussi la possibilité d'obtenir une certification, c'est-à-dire ensuite de réaliser un travail pour obtenir une certification de mon organisme de formation qui va certifier que vous avez acquis les compétences d'un formateur professionnel. Donc, en 2 étapes, la certification. Premièrement, il va falloir rédiger un portfolio. Vous avez tous les détails dans la brochure. Et puis ensuite, il y aura une séance de certification. Donc, vous allez devoir animer une séance de formation en présentiel ou à distance que je vais pouvoir, moi, évaluer. Donc, soit vous la filmez, soit on est à distance et je participe. En tout cas, j'observe en tant qu'observateur évaluateur. En tout cas, à l'issue de cette séance, vous pouvez obtenir une certification de formateur. Voilà, donc la planification, on démarre le 9 mars. On est sur 5 modules. Donc, on est sur 9 journées. C'est les samedis. C'est chaque samedi, hein, le samedi 9 mars, le samedi 16 mars. Alors, vous avez une alternance, c'est-à-dire que le samedi 9 mars, ceux qui sont présentiels seront avec moi en salle, et puis les autres seront à distance. Mais le samedi d'après, envers le 16, eh bien là, tout le monde sera à distance. Le 23, c'est pareil, avec moi en salle, ceux qui sont en présentiel, les autres à distance. Et le 30, tout le monde à distance, ainsi de suite. Et on terminera avec une dernière séance, sur le module 5, l'évaluation. Tout le monde sera avec moi, enfin tout le monde, sauf ceux qui sont à distance, ainsi de suite. Chacune des formations, chacune des séances, sera enregistrée. Et donc, vous allez pouvoir, à l'issue de la formation, en plus, évidemment, du support de formation, de toutes les fiches pratiques, et, évidemment, etc., vous allez pouvoir aussi obtenir l'enregistrement de chaque formation pour que vous puissiez revenir sur ce qui a pu être dit pendant la formation. Voilà, alors je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, alors les tarifs. C'est un petit prix. Vous allez voir, c'est un petit prix parce que ceux qui me connaissent savent que les formations ouvertes au public, c'est pas mon business. Mon travail, moi, c'est avec les entreprises. Ce qui me prend la semaine, ce qui prend mon temps, c'est mes clients professionnels. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est le samedi. Donc je veux que ça soit accessible au plus de personnes possible. Hein. Donc pour que ça soit accessible au plus de personnes possible, on est sur des petits prix très accessibles. Vous allez voir. Alors, ici ils sont exprimés en dirhams marocains, mais pour ceux qui sont en France ou ailleurs, évidemment, il suffit de faire la conversion en euros. Donc pour les personnes qui veulent être présentes ici au Maroc, dans notre salle à Marrakech. Il faut savoir qu'en présentiel, ça sera à Marrakech pour la première édition. On fera la deuxième édition peut-être ailleurs. Mais vous avez vu, ça prend au total 9 samedis, donc ça prend du temps. Donc elle est de 2900 dirhams, c'est rien du tout pour, je crois, il y a 63 heures au total. Quand on compte les heures, c'est rien du tout, 2900. Je veux dire, il n'y a personne qui fait ça. C'est même pas le prix pour une journée. Vraiment. Alors, ceux qui sont à distance, c'est pire encore. On est sur 1900 dirhams. Donc là, vous avez aucune excuse. Je veux dire, ça peut pas être une excuse. 2900 dirhams. Donc ça correspond. Allez, on va pas se prendre la tête avec l'échange de devises. On divisé par 10, on est sur du 290 € pour ceux qui payent en euros et à distance sur 190 €.
Si vous voulez vous faire payer cette formation par votre entreprise, c'est possible sous facture. Du coup, on rajoute la TVA pour les entreprises, on rajoute 20%. Et si vous êtes étudiant, alors ça, c'est la bonne nouvelle pour les étudiants, bah, c'est une réduction de 15%. Donc, je ne sais plus combien ça fait, mais vous pourrez profiter de cette réduction de 15%. Donc, ce n'est rien du tout, c'est pas grand-chose, et ça va vous permettre bah, d'apprendre vraiment un métier, quoi. Donc, pour ça, et pour vous inscrire et réserver votre place, vous avez en toute fin de la brochure un formulaire d'inscription à remplir et à m'envoyer. Ici, vous avez dans le menu déroulant tout en bas, la bande déroulante, vous avez mon numéro WhatsApp professionnel, donc vous pouvez m'écrire ici et je recevrai vos demandes, je vous enverrai la brochure. Alors pour ceux qui peut-être veulent avoir accès à la brochure tout de suite sans passer par WhatsApp. Attendez, voilà, hop, on va y arriver. Ici, je vous ai mis, voilà, c'est pour ma surprise, je vous ai mis ici un QR code. Voilà, il vous suffit de flasher ce QR code et vous allez pouvoir télécharger par vous-même la brochure. Voilà. Ah oui, bah vous voyez pas du coup là. Je suis hop, ici. Alors, pourquoi on voit pas là? Je reviens. Je vais supprimer ça. Ajouter. Voilà. On va y arriver. Voilà, le QR code arrive. Un instant, ça arrive. Voilà. Ici, en flashant ce QR code, voilà, vous avez accès à la brochure. En tout cas, vous pouvez la télécharger par vous-même. Alors, j'ai quelques commentaires en plus. Oui, alors, on va les afficher peut-être. Alors, voilà. Mohamed, ok, super. Ah oui, c'est pour la réponse. Oui, tu m'envoies un message en privé, et je t'envoie ça. Excellente présentation. Merci, Abdelrahim. Merci à toi. Mustafa, always with pleasure to be part to your events. Excellent. Thank you, Mustafa. J'espère te voir bientôt. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Et si tu passes par le Maroc, sache que tu seras toujours la bienvenue à Marrakech. Je t'attends. Tu viens quand tu veux. Amélie, très bonne formation, très bon format dans une belle ambiance. Merci Amélie, merci encore à toi. Je crois que tu es toujours sur Nantes. Donc, bah, passe un grand beau jour aux Nantais. C'est dynamique, on alterne entre théorie et pratique, on ne voit pas le temps passer et on en veut encore quand c'est terminé. Merci Amélie. C'est fait pour le QR code. Oui, le QR code, il est là. Ah oui, attends, il faut que j'enlève. D'accord, j'ai compris. Il faut que j'enlève les commentaires pour le QR code. Voilà. Ok, bon, alors il est 14h08. J'ai fait un petit peu plus d'une heure. Je vous remercie en tout cas pour le temps que vous m'avez accordé. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ça parce que voilà, la formation, c'est le métier de ma vie finalement. Il y a le coaching, c'est encore différent, mais la formation, c'est vraiment le métier de ma vie et donc ma passion. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager. Voilà, les 3 secrets. Je les répète une dernière fois. Définir un bon objectif pédagogique opérationnel constitué des 3 C, comportement observable, conditions de réalisation, critères de réussite, pardon. Ensuite, eh bien, le plan. Le plan, c'est les contenus dans l'ordre chronologique. Ensuite, eh bien, vous allez devoir choisir le déroulement pour chaque contenu, choisir une technique pédagogique, en tout cas choisir dans un premier temps une méthode pédagogique. Il y en a 4, affirmative, démonstrative, interrogative, active. Vous prenez le contenu le plus important, celui-là, vous le mettez en actif. Il y a plusieurs techniques qui sont des techniques d'actifs et le reste, bah, vous variez. Et puis voilà, vous avez une bonne formation qui est préparée. Vous remplissez votre tableau du scénario pédagogique
Et après, c'est l'animation. Donc là, encore beaucoup de choses à apprendre, à voir concernant l'animation. J'espère vous avoir en formation à partir du 9 avril, pour ceux qui peuvent être en présentiel à Marrakech, sinon pour les autres à distance, à partir du 9 mars, voilà. Et sinon, eh bien, je vous dis à bientôt. On reste connecté sur LinkedIn et sur les autres réseaux. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille. Et puis, à très, très bientôt. Voilà, que Dieu vous protège. À bientôt. Bye bye.